Bon, je me présente, je suis Francis Cavaliero, effectivement, j'ai écrit Le droit de la drogue en 89, où je proposais déjà la légalisation contrôlée du cannabis et d'autres substances pour lesquelles la prohibition a échoué. Aujourd'hui, je ne parlerai que du cannabis, parce que je suis en train de refaire une petite copie complémentaire. Je termine un petit ouvrage plus léger qu'Andalose, de 130 pages, qui s'appellera Legalize It, donc vous avez compris vers quoi je penche, et qui sera divisé en deux parties. Première partie, pourquoi légaliser? Deuxième partie, comment légaliser? Alors sur le pourquoi légaliser, je vais aller vite, parce que le débat politique est déjà lancé sur ces questions, et puis je ne vais pas ressasser, on l'a déjà fait avant moi, mais je suis d'accord avec une partie de ce que j'ai entendu, pas tout. Mais bon, c'est une discussion intellectuelle. Personne de bonne foi. Et donc, il est vrai qu'on les connaît, ces effets pervers, qui sont sur tous les plans. Alors, le plan juridique, je dirais un mot là-dessus. Le plan juridique. Effectivement, tout est parti de ce qu'est une drogue ou de ce que n'est pas une drogue. Et mon ami Colson nous a dit ce matin, la définition des drogues est circulaire. Tu m'étonnes qu'elle est circulaire. Vous savez quelle est la définition d'un stupéfiant? Est un stupéfiant une substance inscrite sur la liste des stupéfiants. Ça, c'est top. Avec une définition comme ça, on a pu faire un droit nord-sud. Les drogues légales, c'est les drogues du nord, tabac, alcool, produits pharmaceutiques. Et les drogues du sud, c'est les drogues illégales, opium, coca, cannabis. Et c'était torché. Et on a même placé le cannabis dans un tableau de la Convention unique dépourvu de tout usage thérapeutique. Alors que toute la Californie fume du cannabis thérapeutique. Passons. Tout ça pour vous dire que cette notion inexistante de drogue m'a profondément irrité. Et récemment, nous avons eu la possibilité de poser des questions prioritaires de constitutionnalité. Et à l'occasion de poursuites dirigées contre un planteur que je défendais à Agen, un planteur de cannabis, bien sûr, j'ai soulevé la question que la notion de stupéfiant n'était pas définie par la loi, puisque qu'est-ce qui définit la notion de stupéfiant? C'est un arrêté du ministre de la Santé qui énumère les substances stupéfiantes. Alors il y en a 206, et parmi ces 206, on a le cannabis et sa résine. J'ai posé cette question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, qui courageusement, fin du principe de l'égalité criminelle en matière de stupéfiants, a dit que non, c'était pas grave, qu'on pouvait très bien légiférer en matière de stupéfiants par un arrêté, et que cet arrêté, il reposait sur une convention internationale, qui n'est pas une norme pénale internationale, donc le principe de l'égalité criminelle, qui veut que la loi définisse les incriminations, surtout que ce n'est pas des incriminations légères, c'est 10 ans d'emprisonnement pour une barrette, 20 ans pour un plan et 1 an pour l'usage. Donc c'est des lourdes peines, un arrêté, c'est terminé. Je ne vais pas parler plus longtemps de la notion de stupéfiant. Concentrons-nous donc sur les points les plus importants, comment légaliser. Effectivement, je suis d'accord avec une partie de ce que j'ai entendu, c'est très difficile. Et deuxième chose, il ne faut pas légaliser toutes les drogues d'un coup, j'ai jamais soutenu ça, il faut légaliser drogue par drogue si on légalise. Parce qu'on ne réglemente pas le tabac comme on réglemente l'alcool, c'est pas du tout pareil. Quand il y a une information sur les paquets de cigarettes, on n'imagine pas bien sur les bouteilles d'alcool. C'est un exemple. Les circuits évidemment sont différents, les dualistes, c'est pas du tout le circuit des boissons. Donc chaque drogue a une histoire, une mode de production, même un mode de consommation qui fait qu'on doit la réglementer. Je pense que le cannabis, qui représente aujourd'hui 90% des interpellations et des affaires, moi je plaide, alors je suis aussi avocat et je plaide pratiquement, c'est 60% de mon activité, que des affaires de stupéfiants. L'autre, c'est que je suis avocat anti-tabac et je fais appliquer la loi E20 en faisant condamner les fabricants de tabac. Donc vous voyez, je suis éclectique dans mes pratiques, puisque d'un côté, je défends contre les douanes et la police, et de l'autre côté, j'attaque les méchants qui sont défendus par les plus gros cabinets de Paris, donc ils ne sont pas à plaindre les fabricants. Tout ça pour dire que le comment légaliser sera tout simplement divisé en 4 chapitres dans ce petit livre. Le contrôle de la consommation, assez délicat, le contrôle de la distribution, le contrôle de la production et le contrôle de la communication qui entoure cette substance. Toujours le cannabis. Alors le contrôle de la consommation. Paradoxalement, moi, je n'ai jamais été, j'aurais jamais signé la peine du 18 juin, c'est pas la seule de vos erreurs, il y en avait bien plus bas. C'était plutôt gentil à l'époque. Il demandait la dépénalisation de l'usage de toutes les drogues et de la possession pour l'usage. C'est bon, pénaliste.
Ah, seulement le cannabis, mais c'est vrai. De l'usage du cannabis et de la possession pour usage. Soit dit en passant, parce que j'ai un voisin politique, la dépénalisation de l'usage de toutes les drogues, c'était une des 110 propositions du candidat Mitterrand. Mais enfin, Mitterrand, il était gentil quand il faisait ça, mais il ne l'a jamais mis en application. On n'a jamais dépénalisé sur la gauche l'usage. Pourquoi? Il faut dire qu'en face, le vent soufflait très fort. Je citerai pour votre culture, puisqu'aujourd'hui elle est en tête des sondages marines. Vous savez quelles sont les propositions du Front National sur le trafic de stupéfiants? Ces propositions qui ne sont pas seulement dans le programme, mais qui ont fait l'objet d'un amendement en 1997 à l'Assemblée nationale. À l'époque, il y avait 37 députés du Front National, et cette nuit paranoïaque là, de 97, où ils ont carrément investi la tribune, secoué les autres, et ils ont proposé des amendements à la loi Chalandon qui modifiait, dans le sens de plus en plus répressif, la répression des stupéfiants. Et l'amendement, c'était la peine de mort pour l'article pour la violation de l'article 222-37 du code pénal, qui punit donc la détention de stupéfiants, la peine de mort pour une barrette de shit, et pire, en correctionnel, puisque c'était juste celle de la correctionnelle. J'ai jamais vu un truc pareil. La peine de mort pour une barrette de shit en correctionnel. C'est dans le programme du Front National. Et aujourd'hui, on est toujours vent debout sur la peine de mort, même si on dit évidemment ça ne s'appliquera pas aux détenteurs d'une barrette de shit. Mais tu sais pas, en droit, c'était ce que proposait le Front National. Oui, quand la politique se mêle de ces questions, on peut quand même avoir des doutes sur la pertinence du discours. Ah, puisque je suis dans la sécurité, je vais terminer par le dernier, le plus beau, le plus gentil, votre étoile, le socialiste, Manuel Valls. Qu'est-ce qu'il est malin. Alors, je vais vous lire 3 phrases. Alors, lui, il dit certains de mes amis à gauche, dans une logique très libérale, moi, ma logique n'est pas du tout libérale, hein, j'ai une logique socialisante, d'intérêt général, qui profite à l'État, qui crée des taxes, enfin bon, vous allez voir que vous êtes dans les nuages. Hein. Et donc, je lis Manuel Valls, dans une logique, propose une légalisation pure et simple. On sait pas ce que c'est une légalisation pure et simple, et des légalisations qui ne sont pas pures, pas simples, bon. Je m'y oppose formellement, dit Manuel, en tant que progressiste, qui n'aspire qu'à l'émancipation des individus, je ne peux me résoudre à tolérer la légalisation d'une nouvelle drogue, toute substance qui contribue à l'aliénation des hommes, et pour moi une hérésie de l'aliénation des hommes. Un petit ouage. Il faut qu'il se renseigne. Hein. La légalisation serait une défaite morale et philosophique pour la gauche, et il continue. Alors la solution, je vous le dis, c'est une reconquête patiente des quartiers. Bon courage. Donc, tout ça pour dire que quand, c'est vrai, le discours politique est sommaire, inexistant, et ce qui m'étonne en fait, bon, la France, c'est la France, mais c'est le monde. Il n'y a personne dans le monde qui a levé le doigt en disant halte. Alors si, il y en a eu, mais quand ils n'étaient plus au pouvoir, Clinton a dit ah bah c'était pas très malin, mais il n'était plus au pouvoir. Le président du Mexique a dit oui, il faudrait légaliser, mais il n'était plus au pouvoir. Et là on voit plein de policiers qui disent, notamment celui qui a écrit un autre livre avec Gatignon, mais il n'est plus en fonction. Donc les gens qui sont plus en fonction, qui disent ouais c'était bête ce que j'ai fait, il faudrait faire autrement, j'avoue j'en ai personnellement marre. Je préfère ceux qui sont en fonction, comme la commission Vaillant, dans laquelle je vais plancher dans quelques jours. Mais je reviens à mon comment légaliser. Je ne veux pas vous donner des réponses, mais peut-être vous les trouver vous-même. Question dépénaliser l'usage. Il ne faut pas dépénaliser l'usage comme ça, brut. Et première question, faut-il distinguer entre l'usage privé et l'usage public? Vous en pensez? Oui, non, bon. Est-ce qu'il faut dépénaliser tout l'usage? Ben moi, personnellement, j'ai toujours été contre la dépénalisation de l'usage public, en ce sens que l'usage, pour des tas de raisons que je ne vais quand même pas développer ici, mais je répondrai à la question, doit rester privé. On ne se défausse pas sur la voie publique, parce que c'est quand même, ça crée l'ivresse, ces substances, dès la première bouffée. Donc pour moi, on dépénalisera l'usage privé, et on continuera de pénaliser une contravention de la 3e classe, quand ce sera des lieux accueillants publics pour l'année sur le tabac, et une contravention de la 1re classe. Alors je sais qu'un thésard qui m'a complètement copié propose dans son livre qui s'appelle La limitation contrôlée du cannabis, sans le citer, il est gentil que je ne fasse pas retirer sa peine. Mais bon, lui il dit je suis pour la dépénalisation de l'usage en public parce que les gens vont la violer et de toute façon ce sera ridicule, les policiers vont courir après les usagers, etc. Donc ça va être le bordel. Non, pas du tout. Dans tous les pays qui ont dépénalisé, enfin je pense qui ont fait semblant de légaliser, comme la Hollande ou qui ont toléré, on a toujours interdit l'usage en public. Donc c'est en fait une tradition et la bonne solution pour un législateur moderne qui passerait
de la transition, de la prohibition à la légalisation, c'est que pour tout le monde, ça ne change pas grand-chose. C'est qu'on ne verra pas des gens fumer des joints, dans mon système en tout cas, dans la rue, dans les cafés. Bien sûr, il y en a qui pourront le faire, mais ce sera illicite, il y aura une pression de tout le monde autour. Ils seront virés des bistrots, ils seront poursuivis sur les plages s'ils se mettent à fumer au milieu des mères de famille et des familles. Donc, de toute façon, l'usage public, c'est comme l'ivresse publique. En principe, c'est interdit. Bien sûr, vous pourrez l'envoyer en prison pour ça, mais une petite peine qui marque un interdit structurant pour le sociologue serait suffisante. Donc voilà une première question que le législateur devra résoudre. Je parle de l'usage du cannabis et je suis contre la dépénalisation de l'usage public pour que tout soit clair, qui ne sert à rien. Deuxième petite question auquel personne ne répond, faut-il distinguer entre l'herbe et le shit, on va dire entre le cannabis et sa résine? Là aussi, je suis partisan, personnellement, d'une distinction entre ces deux catégories de personnel qui n'ont pas du tout la même dangerosité. Le hashish, comme vous le savez tous, ne consomme pas comme ça, il faut faire des choses et on le mélange avec du tabac. C'est du tabac parfumé. 90% des gens en France, malheureusement, sont issus de culture anglo-saxonne sur ce terrain, qui commençaient à fumer à Harvard, c'est presque égal. En 1971, j'ai 70 ans, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, moi, je trouve qu'il faut, dans une politique de santé publique, distinguer entre l'herbe et le hashish, parce que le hashish est mélangé avec du tabac, qui crée une dépendance beaucoup plus grande, et que le danger des drogues, c'est le danger d'abus toxicomaniaque, et donc de dépendance, qui provoque l'abus. Et donc, je ferai, alors, je n'ai pas question d'interdire le hashish dans mon système, mais de proposer des systèmes de taxation différenciée, de distribution séparée, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là aussi, voilà encore une question, que ce subsidiaire que je n'ai pas encore tranché, faut-il prévoir un seuil de THC maximum aux produits qui sont vendus, par exemple interdire la leader verte hollandaise qui est à 20%, que je trouve ridicule, qui gêne la peau, tu la prends comme ça, c'est presque de l'héroïne, quand tu l'as tellement elle est poudreuse, alors il n'y a pas de graines, il n'y a pas de feuilles, c'est cultivé sous serre, ça consomme une électricité folle, une énergie folle, de l'eau. Moi je suis pour la culture outdoors, naturelle, écologique, et sur laquelle nous reviendrons plus tard. Donc c'est pour vous montrer que le contrôle de la consommation pose des questions de consommation dans les publics, de consommation des produits divers que l'on légalise, et sur tout ça, effectivement, il faut réfléchir, mais il faut avoir le souci, et c'est mon souci à moi je ne roule pas pour les planteurs, je ne roule pas pour les usagers, je roule pour personne, je suis un universitaire qui réfléchit au meilleur système, et je roule pour l'intérêt général. On va y venir dans un instant. Donc, il faudra faire une réglementation adaptée au contrôle de la consommation. Passons maintenant, nerf de la guerre, le contrôle de la distribution. Alors là aussi, on n'est pas suivi sur les avantages de la légalisation, mais je vous en rappelle quelques-uns. Eh bien oui, il y a 30 000 emplois on the table. Il y a 80 000 emplois pour le tabac, donc il faut compter, alors je fais plein de calculs, mais j'arrive à cette... la Californie prétendait créer 60 000 emplois, je ne sais pas comment ils font, eux, pour une population inférieure à la France, s'ils légalisaient le cannabis médical. Nous, c'est le cannabis médical et non médical dont je parle d'ailleurs. Pour moi, 30 000 emplois, c'est déjà pas mal, et je pense que 30 000 emplois, je comptais alors, à peu près 10 000 entre 5 et 10 000 dans l'agriculture, entre 10 et 15 000 dans la distribution et dans les services de prévention, de la détoxication, d'information des consommateurs, etc. Bon, disons qu'en gros, il y a 30 000 facilement. Pourquoi j'ai 30 000? D'abord, quel est le chiffre d'affaires aujourd'hui du cannabis seul? C'est alors là, l'OFDT, l'OFDT. C'est sûr qu'il a été limogé, le directeur de l'OFDT, parce qu'il avait le petit doigt. Qu'est-ce qu'il avait fait, monsieur Appert, procureur de la République à Paris, ex-substitut, qui est maintenant président de l'ANI. Il avait dit à l'OFDT, dans 2 ans, ou dans 1 an, parce que l'élection présidentielle est 1 an, la consommation de cannabis va baisser. Alors, même l'OFDT a dit, non, c'est une recherche scientifique, je ne sais pas si elle va baisser. Ah, si, elle va baisser.